Bon, j'avais l'intention de profiter de mon dimanche, comme vous, j'imagine, mais cette vidéo est importante, c'est pour ça que je fais une petite pause, et puis j'espère que vous pourrez la consommer au moment opportun et qu'elle vous aidera à réfléchir. On va faire un peu de pédagogie autour de ce concept d'ingénierie de la résignation. Reste avec moi, c'est pas un truc de cuistre, c'est un truc de citoyen inquiet, actif, et je l'espère pertinent, qui souhaite propager une forme de débunkage, décryptage, appelez ça comme vous voulez, de ce qui se passe en ce moment. Alors, vous l'avez vu passer ce communiqué. Ce communiqué des gens de Bloc-on-Tout qui disent on arrête, ça va trop loin. Eh bien, nous voilà confrontés, chers amis, à un fabuleux cas d'école. Relisez bien attentivement ce communiqué un peu pathétique de ces gens qui se présentent comme débordés donc par le succès de cette annonce et qui semble maintenant tergiversé. Alors c'est une chose absolument fabuleuse. Ils envisagent, je cite, la suspension de l'appel au blocage. Réfléchissez à ce que ça veut dire. Est-ce à dire que depuis le début, ils s'estimaient donc les seuls dépositaires de cette dynamique populaire? Et qu'en choisissant donc de l'oblitérer, ils s'en considèrent en quelque sorte comme les seuls propriétaires, comme s'il s'agissait d'une marque déposée. Hein, nous décidons de la retirer, on la remettra sur le marché plus tard. Attendez les gueux, on revient tout de suite. On a juste entrouvert une porte, on la referme. Tenez bon. Mais ça veut dire qu'ils estiment en être les seuls stratèges. Mais dites-moi, c'est ça la stratégie? Le côté j'avance, je recule, etc. Non, bien sûr que non, vous le savez. J'ai pas besoin de vous le dire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens déclenchèrent la flamèche et se révèlent après tout n'être que des espèces de poisseux et poissards résistants d'opérette en panique face à ce qu'ils ont déclenché au point de le tuer maintenant par tergiversation. Et oui, dois-je le préciser? Et c'est là qu'on va rentrer dans le dur. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on tue une possibilité de dynamique collective? Eh bien par un outil très terre à terre qu'on appelle la tergiversation. On va y revenir. Je vais tenter de vous expliquer dans ce qui suit, et pardon parce que je fais cette vidéo un petit peu dans l'urgence, mais je vais m'efforcer d'être précis et de vous donner des sources scientifiques. Pourquoi et comment ceci est à vrai dire la parfaite incarnation de la bonne manière, du moins est-ce une tentative que je vais m'efforcer de décrypter pour vous, d'induire une forme de résignation et d'impossibilisme à l'échelle d'un peuple, c'est-à-dire au travers d'une alternance d'espoir et de déception. Restez avec moi. Annoncer une dynamique émancipatrice et la changer en inhibition craintive par la propagation d'un espèce de mimétisme castrateur, eh bien, ici, nous avons l'occasion de comprendre ce qui se passe parce que le mimétisme castrateur procède de cette façon de lister tout ce qui pourrait vous arriver si vous mainteniez une telle dynamique. Vous voyez, des pressions, des soucis juridiques, un manque d'organisation, finalement ça va trop vite, on est trop nombreux, attention c'est dangereux, etc. De sorte que la masse intériorise ce sentiment d'impuissance. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle de mimétisme. Et cela relève d'une stratégie psychopolitique parfaitement décrite par le concept d'impuissance apprise qui a été théorisé par un auteur qui s'appelle Martin Seligman, dont je vous parle souvent, à la fin des années 60. Ça date. Les ingénieurs sociaux ont eu le temps d'incorporer dans leur raisonnement ces recherches-là. Ça a plus de 50 ans. Et Seligman, c'est qui? Alors, c'est un psychologue américain qui découvre que lorsque des êtres vivants, puisqu'il a commencé avec des chiens, des animaux, c'est toujours comme ça dans la recherche, avant évidemment de vérifier ces trouvailles à l'échelle d'une expérimentation humaine, et il a découvert donc que des êtres vivants qui sont soumis à des souffrances répétées et sans possibilité d'y échapper finissent par abandonner toute tentative d'évasion, d'émancipation, même quand, et tenez-vous bien, même quand l'opportunité leur est ensuite offerte, y compris sur un plateau d'argent. Cette passivité conditionnée devient un état végétatif qui est totalement donc intériorisé. L'attente de l'échec devient plus forte que le désir d'agir. Je répète, l'attente de l'échec devient plus forte que le désir d'agir. Réfléchissez à toutes les implications de la chose, mais je vais vous accompagner, on reste encore un peu ensemble. Seligman démontre ensuite que ce phénomène n'est pas donc uniquement comportemental, il est aussi cognitif
et émotionnel. Il affecte le jugement de l'individu sur sa capacité à influencer les événements. Appliqué à l'échelle politique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous donne une population entière qu'on peut conditionner à ne plus croire que l'action collective a un effet réel sur le cours des choses. Alors, on va rentrer dans le détail du schéma expérimental scientifique en 3 temps. Espérance, castration, mimétisme. Ça, c'est ma petite adaptation des travaux de Seligman, je dirais personnel, mais par induction. L'espérance. Espérance. La promesse d'un changement, d'une libération, d'une rupture. On vous annonce toujours l'homme ou le mouvement providentiel, n'est-ce pas? Bon, ça peut passer donc par l'élévation du discours en la matière, avec donc tout ce qui va avec. Des slogans mobilisateurs qui tapent dans les tripes. Des moments insurrectionnels, symboliques, qui peuvent d'ailleurs passer par les urnes, et évidemment des mouvements sociaux. Je parle de tout ce qui est potentiellement insurrectionnel, quel que soit le degré. Ensuite, la castration. La dynamique est récupérée, trahie ou neutralisée par un pouvoir généralement discret qui reconfigure l'élan en échec maîtrisé. Cela installe l'idée qu'aucune tentative ne puisse réellement déboucher sur une transformation durable. Et cette répétition de désillusion affaiblit le système motivationnel collectif. Troisième temps, le mimétisme inhibiteur. Et les individus, à la longue, par peur du ridicule, du rejet social ou de l'échec, et c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir beaucoup de trolls qui ricanent, qui mettent des petits émoticons compulsifs et des espèces de petites phrases nihilistes comme ça au détour de toutes les annonces pour essayer de montrer qu'ils sont au-dessus de ça, parce qu'en fait ils ont intériorisé cette angoisse du ridicule. Eh bien, les individus vont ainsi globalement adopter le comportement majoritaire de l'inaction. Cette normalisation de la résignation est renforcée par la pression sociale. Voilà pourquoi j'évoque les trolls. La dérision médiatique. Ben oui, quand on commence à avoir les rieurs contre soi, on est mal quand même. Et une intériorisation du discours d'impuissance. Un conditionnement qui est renforcé par la structure narrative, évidemment, du système médiatique qui, lui, va enquiller derrière en disant « Eh les gars, fausse alerte, c'est terminé !» Et évidemment, l'effet est d'ailleurs redoublé lorsque le discours public suit systématiquement la logique suivante. Excitation initiale, donc la parole libératrice, dénonciation, indignation, indignez-vous, indignez-vous, suivi d'un brouillage, le débat stérile, tout le monde s'annule, relativisation du discours de chacun, des polémiques sans effet, tu récupères, non je politise, mais c'est toi qui récupères, non moi aussi je politise, je suis meilleur que toi, oui mais toi tu peux pas venir parce que toi t'es un méchant, un vilain, et nous on est les gentils, donc tu peux pas, etc. Donc la parole libératrice se noie dans le bavardage de la mise en concurrence de tous les élans narcissiques, et puis s'organise l'oubli. L'oubli est la résultante inévitable de cette vaste tempête dans une espèce de verre d'eau pseudo-populaire. Et donc ça correspond à ce qu'on appelle un pattern donc un schéma reproductif, pardonnez-moi le jargon et l'anglicisme, un pattern donc de frustration programmée. Les affects mobilisés sont canalisés, puis dilués et asséchés. On vous fait sortir, ou on vous prévient que vous allez sortir dans la rue, mais tout ça part en eau de boudin. C'est une mécanique qui a été étudiée, et d'ailleurs on appelle ça un conditionnement, on peut appeler ça un conditionnement pavlovien inversé. L'idée même de protester ou de se révolter devient synonyme de lassitude, ou d'inefficacité, ou de vidéos de mecs comme moi qui servent à rien et dont vous allez vous moquer en pensant vous conformer à cette haute opinion que pour certains d'entre vous, vous avez de vous-même absolument convaincu que maintenant il nous reste l'ironie, la moquerie devant tout ce petit théâtre stérile. Et oui, l'intériorisation de ce processus finit par produire un citoyen complètement dévitalisé, convaincu que sa voix ne pèse pas et que de toute façon tout ça partira dans le grotesque. L'impuissance apprise, c'est pourtant quelque chose qui se planifie et qu'utilisent nos ingénieurs du chaos. C'est un outil de gouvernance
Même Michel Foucault, bien avant que des gens comme moi ne s'excitent sur ces concepts-là, parlait de biopouvoir pour désigner des formes de contrôle qui ne passent pas par la contrainte directe, mais par la gestion des comportements, des affects et des représentations. Le concept de Seligman y trouve simplement un écho direct. On ne réprime pas les individus. On les conduit à se réprimer eux-mêmes, vous avez compris. Il suffit de les laisser parler. C'est pour ça que vous êtes nombreux à avoir remarqué que, comme c'est bizarre, l'annonce de ce mouvement ne fait pas l'objet d'un shadow ban, comme à chaque fois que nous autres fachos, on se met à critiquer les LGTB ou la sexualisation des enfants. Non, non, non. C'est la logique de la servitude volontaire, moderne, évidemment passée au crible des nouvelles formes de guerre cognitive. Vous savez quoi ? On ne réprime pas, on déprime. On ne réprime pas, on déprime. Essayez de bien vous rappeler de ça. Mais j'ai pas fini. Restez avec moi. L'ingénierie sociale de la résignation ne s'appuie donc pas sur la violence directe, mais sur une stratégie de conditionnement cognitif et affectif. Les individus sont amenés à désirer leur propre impuissance comme une forme de sécurité psychologique face à l'incertitude. Vous l'avez compris maintenant. Et évidemment, face à l'exposition ou la possibilité d'une rupture. Voilà. Donc là, je pourrais arrêter la vidéo et puis vous allez me dire « Putain, c'est comme si tu nous avais annoncé une espèce de cancer de la motivation, quoi. On va jamais y arriver, Fred. » Sauf que, et j'espère que vous avez tenu et écouté jusqu'ici, sauf que le savoir, c'est être en mesure d'inverser ce processus. Le savoir, c'est l'antidote au conditionnement. Je répète, le savoir, c'est l'antidote au conditionnement. Voilà pourquoi vous m'avez d'ailleurs souvent trouvé très paradoxal dernièrement quand je vous disais soutenir ce mouvement tout en incitant à la vigilance quant à sa possible artificialité. Alors, le savoir sur la manipulation elle-même peut-il servir d'antidote à l'impuissance apprise ? La réponse est oui, à condition que ce savoir soit incarné, il n'y a pas que moi, mais j'en fais partie, contextualisé, je suis en train de vous donner des explications concrètes, et intégré à une dynamique collective. Ah, ça, c'est vous et moi et tous les autres. Parce que voilà, et là, il faut qu'on fasse un petit peu... faut qu'on aille un petit peu du côté de la recherche. Pas le choix, les amis. Sinon, vous allez croire que je ne suis jamais que cet hurluberlu qui partage avec vous ses certitudes les plus intimes et que tout ça est subjectif. Non, non, non. Il y a un consensus qui a déjà des décennies autour de tout ce que je vais vous dire. S'il vous plaît, tenez bon, restez avec moi. Restez attentifs. Hep, je te vois t'endormir, toi. Ne zappe pas, oublie la pub. C'est très important ce qui arrive. Très, très important. Là, nous sommes en train de vivre quelque chose, je dirais même, de quasi historique. Vous allez comprendre pourquoi, mais d'abord, je dois vous expliquer. La littérature scientifique récente en psychologie sociale, en neurosciences et en théorie critique, démontre que la conscientisation du processus de manipulation, surtout lorsqu'elle s'accompagne d'une relecture des émotions subies, donc de celles que vous avez vécues, que j'ai vécues, eh bien, ça ouvre quoi ? Ça ouvre la voie à une réappropriation du pouvoir d'agir. Alors, pardon encore un anglicisme, mais il y a un terme technique du jargon de ces psys qu'on utilise souvent comme tel, y compris chez les Français, donc, qui est le mot de empowerment. Retrouver le pouvoir d'agir, la réappropriation du pouvoir d'agir, s'appelle l'empowerment. Vous allez mieux comprendre si je vous décris maintenant mes sources. Le phénomène dit de pré-bunking, vous connaissiez le mot débunker, debunking, il y a un autre mot, et pardon encore pour les anglicismes, mais celui-là aussi est très important. Je vais vous le traduire en français, tenez bon, mais retenez le mot pré-bunking, parce que c'est celui-là qui va naturellement se propager, les gens vont le reconnaître par association. Donc le phénomène dit de pré-bunking, donc qui signifie inoculation cognitive, immunisation cognitive, a été démontré par les recherches d'un scientifique qui s'appelle McGuire, rien à voir avec Jerry, ça remonte à 1964, et donc ça a été le premier, et ensuite ça a été c'est pas le seul évidemment, beaucoup d'autres l'ont suivi, notamment dans les années 2010, donc là très récent, moins de 15 ans, par l'équipe d'un gars qui s'appelle Sander van der Linden, et qui démontre qu'on peut
immuniser psychologiquement une personne contre une manipulation en lui expliquant à l'avance les rouages de cette dernière. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je vous demande de tenir bon et de m'écouter? Eh bien, restez avec moi, parce que quand un individu anticipe les ressorts rhétoriques, affectifs ou cognitifs d'un discours manipulateur, il est moins vulnérable à ses effets. Cela active une posture métacognitive. On n'est plus dans la réception passive, mais dans une vigilance active. Voilà pourquoi ces derniers jours, là, depuis une semaine, j'arrête pas de dire vigilance, vigilance, vigilance. Ne laissez-les pas tomber. Ne vous laissez pas prendre au piège des théories qui voudraient que ça soit forcément un complot. C'en est peut-être un, mais après tout, dans le doute, et puisque vous commencez à l'anticiper, essayez de surprendre ceux qui vous manipulent. Restez vigilants, restez attentifs. On continue. Parce que l'effet de cette réappropriation est comparable à une forme de vaccination psychique. On s'expose légèrement à la toxicité rhétorique de l'idée qu'on est en train de nous vendre, et de ce fait, on développe les anticorps mentaux. Vous me suivez? C'est là que ça devient très intéressant. Mais je vais essayer de continuer à nous aider collectivement, de nous renforcer. Je suis évidemment pas le seul, je suis peut-être même pas moi qui suis le mieux à même de le faire. J'espère que d'autres reprendront le flambeau, mais je continue donc sur la vulgarisation des outils de renforcement émotionnel et cognitif. Il y a un outil qui s'appelle la recontextualisation. La recontextualisation donc de la souffrance, c'est-à-dire qu'on va en faire la narration, la relecture, le réagencement. C'est ce que je fais là, avec vous là. C'est pour ça, fermez les yeux, essayez de m'écouter, pensez à tous ces communiqués, toute cette excitation de la semaine, et on va faire ce petit travail-là, en accéléré bien sûr. J'espère que vous aurez d'autres occasions de l'incorporer, parce que beaucoup d'entre vous se sont investis et je sais que vous souffrez. C'est le travail d'un certain Aaron Antonovsky sur le sens et donc la cohérence. Le sens et la cohérence. Et tout un tas de recherches contemporaines en psychologie positive donc, qui démontrent que la perception que nous avons d'un événement décevant, douloureux, détermine son impact sur notre psychisme, sur notre psychologie, sur notre psychisme. Et ça, nous pouvons le changer. Si un événement est interprété comme 1. Compréhensible, je comprends ce qui s'est passé. 2. Gérable, j'ai les ressources pour y faire face. 3. Signifiant, c'est pas totalement absurde, ça a un sens. Alors le trauma peut être transformé en moteur de transformation. Et oui, vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'insiste, pourquoi je vous bassine. Rien n'est plus subversif que de diffuser ces connaissances, ces mécanismes. Allez, un autre outillage pour vous blinder et vous immuniser. J'espère que vous tenez bon. Celui-là, c'est celui que je prône d'ailleurs au travers du PIC, mon propre mouvement, le pari de l'intelligence collective, celui dont je ne suis que l'humble catalyseur. Et vous allez voir qu'il est basé lui aussi sur des réalités scientifiquement démontrables. Il existe, à vrai dire, un effet de groupe bénéfique comme déclencheur de déconditionnement. Oui, parce que sortir de l'impuissance apprise, qui est diffusée dans la matrice, dans laquelle nous sommes tous coincés, ça exige une forme de validation externe. Il y a de nombreuses expériences, notamment celle de Zimbardo, qui est un scientifique connu, un autre qui s'appelle Bandura, 2 autres qui s'appellent Reicher et Aslam, ont montré que l'individu seul, isolé dans sa bulle, vous savez, isolation sensorielle, confinement, tous ces trucs-là, l'individu seul, on a intérêt à ce qu'il soit seul. L'individu seul a tendance à intérioriser la norme dominante, celle qui vient de loin, de là-bas, de cette espèce de nuage-là, Damoclès qui vient du monde extérieur. Et même si cette norme dominante est injuste. Par contre, dès qu'il commence à se retrouver entouré de pairs, P-A-I-R-S, qui résistent et qui interagissent avec lui, avec qui il peut gratter la réalité, tenter de la décortiquer. Et donc je dis bien entouré de pairs qui résistent, eh bien, il se réaligne sur une énergie alternative, un peu comme si vous débranchez une prise et vous mettez une autre source d'énergie. Cette énergie, elle est le fruit de l'interaction humaine. Elle est évidemment beaucoup plus positive. C'est tout l'enjeu de la conscientisation collective. C'est tout l'enjeu de faire ce genre de vidéo en espérant que moi, vous m'oublierez et puis vous vous approprierez ce discours. Vous irez vous-même faire vos recherches et vous les diffuserez à l'extérieur. Et oui, parce que, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'intelligence du groupe permet de rompre l'effet de normalisation de la servitude. Cela se catalyse et s'encourage. C'est ce que nous faisons par
le débat dans nos agoras quasi quotidiennes jusque tard dans la nuit pour renouer avec l'altérité, pour rétablir le contact avec son prochain qui est devenu si lointain. Rappelez-vous, je le répète constamment, au début des années 1900, il y avait 500 000 bistrots et cafés du commerce en France. Années 70, on est tombé dans les 150 000. Maintenant, il en reste moins de 40 000, alors qu'on est beaucoup plus nombreux. On n'a plus d'endroit où discuter. Et donc, on a besoin de la friction avec les autres qui fabriquent des étincelles et jouent sur notre plasticité mentale, si j'ose dire, pour changer de perspective. Eh oui, nous sommes des fans de science-friction. La science-friction, c'est ça, évidemment. C'est se confronter aux autres, c'est retourner dans le collectif, dans ce qu'il a de sain, et non instrumentalisé, orchestré par des gens qui vous le font artificiellement ressentir de loin, de très loin. Il faut se replonger dans le bain du collectif. Alors, qu'est-ce que ça implique ? La riposte est faite de contre-narrations, les nôtres, de contre-récits. C'est nous qui les scénarisons. De figures de courage partagées. D'où l'intérêt, aussi, d'un collectif résilient, celui que nous forgeons pour qu'il n'y ait pas de chef, mais pas non plus d'absence totale de chef. Un collectif fondé sur le leadership de dissidents qui n'ont plus leurs preuves à faire et qui peuvent montrer la voie. N'oubliez pas, les chefs aiment briller, mais les vrais leaders aiment éclairer. Les deux sont des sources de lumière, c'est pas la même qualité lumineuse. Vous me suivez ? Le savoir ne suffit donc pas s'il est isolé. Il doit devenir contagieux, collectif. C'est pas une certitude, ça exige du boulot. Mais c'est un pari pascalien, qui exige d'avoir un peu la foi dans le collectif, c'est vrai. Et puis bon, il y a la valeur thérapeutique de l'action. Et oui, j'ai pu pour ma part d'ailleurs enregistrer une vidéo avec l'excellent média dissident qui s'appelle Toxin, donc une vidéo pédagogique et fouillée sur ce qu'on appelle l'astroturfing. Vous verrez, j'explique bien ce que c'est, l'astroturfing. Donc ça me sert un petit peu de prétexte de départ pour parler des manipulations qui se font à partir de faux mouvements citoyens. On a enregistré cette vidéo il y a 5 jours, pour info. 5 jours. Elle va être diffusée demain lundi. Je vais vous la mettre évidemment dans les liens ci-dessous. Voilà. Et donc cette vidéo, elle sert à quoi ? Vous allez voir, c'est une vidéo pédagogique qui complète celle-là. Et sur un tout autre sujet, qui est l'astroturfing, on n'est pas du tout dans la même approche. Je vous rassure, je ne me répète pas, en tout cas pas là. Je me répète par ailleurs, mais pas là. Là, on est sur des sujets différents. Et mon but, c'est de vous encourager, en effet, à la vigilance. Quand je vous parle d'astroturfing et donc de mouvements émergents complètement artificiels, ou potentiellement artificiels, parce qu'on n'en est jamais sûr, je vous dis d'être vigilant. Mais ce n'est pas pour autant que je vous dis de laisser tomber. Bien au contraire, parce que nos manipulateurs en herbe, là, qui s'attendent à ce qu'on flanche, il faut les prendre à revers. Face à eux, l'action est la meilleure des thérapies. Mais attendez, l'action bien comprise, pas n'importe quelle action. Oui les amis, parce que il y a des expériences de psychologie comportementale qui ont prouvé qu'une simple action concrète, mais qu'il faut bien choisir, même si elle est très modeste, suffit, tenez-vous bien, à briser l'état végétatif d'impuissance apprise. Il y a notamment un protocole, vous pourrez faire vos recherches, qui est le protocole de Mayer et Seligman, encore lui, qui date de 1976. Là aussi, je vais vous montrer que tout ça est ancien. Qui le démontre ? À savoir donc que des sujets humains ou même animaux, souvent on fait des expériences, vous le savez pour ceux qui s'intéressent à la psychologie comportementale, on fait d'abord des vérifications sur les animaux, après on teste autre chose vers les humains, ce n'est que des expériences inoffensives de psychologie comportementale. Donc quand on expose donc des sujets, quels qu'ils soient, à des épreuves incontrôlables, ils sortent de leur passivité dès qu'ils perçoivent un levier d'action fiable. Un levier d'action fiable. Et c'est ce qui rejoint les théories du sentiment d'efficacité personnelle d'un autre scientifique que j'ai cité auparavant qui s'appelle Bandura. Très intéressant aussi. À savoir que quand on est convaincu qu'on peut influer sur son environnement, c'est la condition sine qua non de la motivation et de la possibilité que cela arrive. Et constater qu'on a un impact, le reconnaître, le dire, le verbaliser, permet de surmonter le conditionnement ou de le prévenir. Voyez-vous, moi j'ai mis par exemple 9 mois à obtenir le compte en banque. 9 mois pour obtenir le compte en banque du mouvement dont je vous ai parlé, le PIC, le pari de l'intelligence collective. Je ne vais pas vous mentir, même moi, sachant tout cela, ça m'a beaucoup affecté. Ça m'a presque abattu.
Ça m'a presque coupé le sifflet, honnêtement. Mais tout en sachant que leur logique de sabotage émotionnel fonctionne, et parce que je le savais, eh bien, j'ai tenu. Et j'ai décidé de ne rien lâcher. Et quand je l'ai obtenu, ce satané compte en banque, en passant par un avocat, par la Banque de France, en rouspétant, etc., eh bien, quelque chose dans ma psyché s'est renforcé. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant ? Et puis pour terminer, je vais aller sur le terrain de la neuroplasticité. On apprend toujours là. Neuroplasticité est d'ailleurs ce qu'on appelle aussi les récits réparateurs. Là aussi, c'est ce que nous faisons avec le PIC, les récits réparateurs, vous allez comprendre. Les neurosciences, alors notamment, là aussi, je cite mes sources, les travaux d'un certain Norman Deutsch, confirment que le cerveau apprend à être impuissant, mais peut aussi réapprendre à agir ou réagir. Retrouver sa souveraineté, si j'ose dire, et excusez-moi du peu, dès lors que de nouvelles connexions entre émotion, mémoire et décision sont stimulées. Stimulées. Et ça passe par, alors je vous donne des exemples concrets, l'art, la création artistique, qui déjoue les automatismes cognitifs. Pour ma part, par exemple, c'est le plaisir que je trouve dans l'écriture. Certains qui me connaissent le savent. Alors c'est une forme de création qui, aussi humble soit-elle de mon côté, me guérit de toutes les manipulations parce que j'y trouve ma sérénité et une forme de thérapie, quoi. Vous avez aussi, donc je le répète, c'est créer de nouvelles connexions entre émotion, mémoire et décision, d'accord ? Donc l'art. Il y a aussi l'oralité partagée, qui ancre des récits alternatifs, mais à condition de faire l'objet d'interactions humaines, de qualité si possible. Vous comprenez mieux, alors pourquoi, j'arrête pas de vous le répéter, je maintiens coûte que coûte nos agora, nos space agora, y compris tard la nuit jusqu'à épuisement. Mais oui, mais c'est une bonne fatigue. Moi, je vais toujours me coucher le cœur en joie quand j'ai partagé, quand j'ai écouté vos retours bienveillants. Pour que ça marche, il faut dégager les trolls et les emmerdeurs. Je ne vais pas vous mentir. Une agora, c'est pas une espèce de démocratie parlementaire forcée où n'importe quel connard peut venir vous toxifier la nuit. Mais c'est important, l'oralité partagée, il faut faire ça entre amis, entre gens qui se respectent. D'accord ? Vous ne vous laissez pas envahir par les saboteurs. Et troisième point, l'expérimentation de la réussite collective. Ça, c'est vraiment la voie royale vers le déconditionnement. À savoir qu'on reconstruit comme ça une mémoire, si possible collective, d'actions réussies. Voilà pourquoi je vous annonce pour ma part un pari. Un pari, ça peut sembler risqué, mais c'est parce que si je vous annonçais avec une forme d'arrogance et de fatuité la certitude de l'intelligence collective, d'accord ? Si ça s'appelait la certitude de l'intelligence collective au lieu du pari de l'intelligence collective, eh bien cela signifierait que vous n'auriez aucun effort à accomplir, puisque certitude oblige. Et si vous n'accomplissez aucun effort, nous n'avons ne retirons aucun mérite de la possibilité, de l'éventualité d'une réussite. Il faut bien que ça soit la nôtre. Il faut qu'on l'ait vécu. C'est le cheminement qui est plus important que l'arrivée. C'est le doute qui est plus important que la certitude. Parce que c'est là, en fait, qu'on se construit et qu'on se reconstruit. Notre réussite doit donc être, idéalement, directement liée à notre investissement personnel. Sinon, c'est pas la vôtre. C'est pour ça que je réponds moi-même tellement durement et brutalement à tous nos petits ricaneurs qui viennent essayer ils sortent leurs petites quéquettes là, de faux bisounours sur tous nos commentaires. Et puis 10% des commentaires, c'est des gens qui nous sabotent par leurs attitudes de renfrogner, de résigner, qui essayent de transformer ça en une espèce de moquerie pour essayer de vous faire croire qu'ils dominent le jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Inversez ce processus-là, ne les laissez pas faire. C'est là qu'il faut faire un peu d'investissement, un peu d'effort. Et c'est ainsi que nous cesserons d'être manipulables. C'est pour ça qu'au cœur de notre projet de mouvement, je le répète, il y a la suppression du régime ultra-présidentiel, tous ces cheffaillons, on n'en peut plus, et de l'aberration que sont les partis. Soit dit en passant, avec une solution de fonctionnement citoyen que je vous expliquerai dans une autre vidéo, là n'est pas le lieu, ce serait trop long, et vous verrez, je vous promets, c'est stimulant et c'est même jouissif, parce que la solution est à portée de main. Et puis dans notre mouvement, il y a aussi l'instauration de notre puissance constituante, parce que c'est aux citoyens, sans aucun filtre, sans aucun intermédiaire, de redevenir législateur. Et c'est pas si compliqué que ça à accomplir, il suffit de le vouloir. Mais pour que tout ça fonctionne, il faut d'une part s'investir dans ce travail d'explication que je vous propose dans mon approche de manière évidemment modeste et très imparfaite, mais aussi exemplaire et réplicable que possible, au sens de l'inspiration, parce que j'espère évidemment que chacun va se le réapproprier et faire la même chose. Et c'est ce travail-là que vous devez propager autour de vous et qui permet de nous pré-bunker, je reprends ce terme que j'aime bien, comme c'est expliqué auparavant dans ma vidéo.
de nous pré-bunker. Et d'autre part, il nous tient à cœur dans notre programme, dans notre idée. C'est pas un programme, justement, c'est un cadre dans lequel vous allez établir les programmes. Nous, on va poser les questions, mais il y a quand même des points non négociables pour que tout ça puisse fonctionner. Outre la suppression de l'hystérisation partisane et des mouvements qui nous amènent au cheffaillon suprême, chacun ayant l'air de rêver atteindre le trône. En ce moment, c'est quand même toute la dimension toxique de cette fameuse république dont on nous vante tant les valeurs. Mais donc pour que tout ça soit possible, il nous tient à cœur, et ça c'est notre singularité, j'espère qu'elle sera copiée, hein. Il ne faut pas qu'elle soit qu'à nous. C'est qu'il nous tient à cœur donc de criminaliser les atteintes à notre intégrité psychique. Même le Chili l'a fait en septembre 2021, ils ont impacté leur constitution pour dire criminalisation des atteintes à notre intégrité psychique et même biologique. Alors je vais vous expliquer. Oui. Et ça, vous en avez la preuve au travers de cette intervention et de toutes mes autres interventions. Oui les amis, la science de la manipulation mentale, de l'ingénierie sociale qui vise à exploiter nos faiblesses et nos biais cognitifs pour influencer le comportement des foules est suffisamment établie, codifiée et désormais identifiable dans ces exactions crapuleuses pour qu'on puisse méthodiquement punir tous ceux qui abusent de ces diverses formes de guerre cognitive, ou qu'on appelle aussi guerre de 5e génération. Alors, je terminerai en vous disant que le plus merveilleux des pieds de nez que nous pourrions accomplir en ce moment, ce serait de précisément maintenir ou replanifier évidemment à court terme nos actions. Parce que nous avons d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle, le temps de les organiser. Que le mois d'août soit une opportunité pour chacun de méditer, de se préparer, de donner des coups de fil, d'échanger, etc. Parce que c'est bien de se reposer au mois d'août. C'est très très bien. C'est en septembre qu'on peut vraiment les emmerder. Mais préparons-nous et établissons des bases d'action qui soient d'autant plus surprenantes pour ceux qui tentent de nous en décourager, eh bien, qu'ils auront tout fait pour casser cet élan. Et notre rôle maintenant, c'est de déjouer tous leurs pronostics. Voilà pourquoi moi je fais le pari de l'intelligence collective. Parfois, la prise de judoka, c'est un truc intéressant. Laissez-les faire, laissez-les croire qu'ils gagnent. Lâchez du lest, comme ceux qui connaissent la pêche, vous voyez. Lâchez du lest. Et puis on va les ferrer et on va leur montrer qu'on a d'autres idées, bien meilleures. Je vous dis à bientôt. Battez-vous, ne vous résignez pas.